Comptabilisant plus de 226 km pour 308 stations, le métro parisien est l'un des métros les plus anciens et connus du monde. Malgré ses 123 ans d'existence, peu de gens connaissent réellement l'histoire de ce réseau ferroviaire qui changera à jamais la manière de se déplacer dans la capitale. Je vous propose alors aujourd'hui d'en apprendre plus sur sa fabuleuse histoire. Durant les années 1850, la population mondiale ne fait que grandir, contraignant alors les grandes villes comme Paris à accueillir de plus en plus de monde en leur sein. En 1852, on compte alors plus de 36 millions d'habitants en France, dont plus d'1 million dans la ville Lumière. Dû à cette forte population, ainsi que le développement constant de la ville avec les travaux du baron Haussmann, les problèmes ne font que se multiplier, notamment vis-à-vis des transports. Jusque-là, seuls les omnibus permettent de se déplacer dans la ville avec une vitesse culminant les 8 km/h. En parallèle, New York et Londres connaissent le même problème et décident toutes les deux de créer les premiers métropolitains permettant de desservir les villes. Celle-ci est alors possible par une simple prolongation des chemins de fer préexistants. Dans les années 1850, Paris décide alors de réaliser la même chose, en reliant les 9 gares présentes dans la ville. Ce réseau, construit entre 1852 et 1869, prendra le nom de Petite Ceinture. Il sera initialement prévu pour le transport de marchandises, mais ouvrira au public dès 1854 et connaîtra très vite un fort engouement, atteignant plus de 38 millions de voyageurs lors de l'exposition universelle de 1900. À ce même moment, la capitale ne dispose que d'une seule ligne de réseau ferroviaire intramuros, et l'exposition universelle n'approche qu'à grands pas. Les autorités ordonnent alors la création et la réalisation du métro parisien. Deux ingénieurs français, Fulgence Bienvenu et Edmond Huet, proposent un prototype de projet, et celui-ci se verra concluant car il sera adopté définitivement le 20 avril 1896. Son arrivée est tellement attendue que sa construction sera même déclarée d'utilité publique. En même temps, Jean-Baptiste Berlier, un ingénieur lyonnais, propose son projet de tramway électrique, mais en vain. Le projet de Bienvenue est uniquement consacré au transport de voyageurs et comprend 6 lignes. La ligne A reliant la porte de Vincennes à la porte Dauphine. C'est alors l'ancêtre de la ligne 1. La ligne B, quant à elle, est une ligne circulaire, desservant essentiellement les anciens boulevards extérieurs. La ligne C lie alors la porte Maillot à Ménilmontant et est alors la mère de la ligne 3. La ligne D va de Porte de Clignancourt à Porte d'Orléans, dont le plan sera repris par la future ligne 4. La ligne E relie le boulevard de Strasbourg, c'est-à-dire là où se trouve la gare de l'Est, au pont d'Austerlitz. La ligne F, enfin, relie Nation à la place d'Italie. Dès le 4 octobre 1898, la création du métro parisien est mise en place, avec le début de la construction de la ligne A, future ligne 1. C'est notamment grâce au financier belge le baron Empain, propriétaire de la CMP, alors compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, alors ancêtre de la RATP, que ces travaux furent possibles. Dès lors, les chantiers se multiplient. Plus que des percées souterraines, le métro aérien voit le jour. La ligne 2 et 6 en bénéficient avec leur viaduc. Ainsi, en 12 ans, c'est-à-dire en 1910, toutes les lignes initialement prévues sont complètement fonctionnelles. Cependant, Fulgence Bienvenu ne fera pas preuve de répit. Il ordonnera alors la construction de la ligne 7 et de la ligne 8. Malgré la guerre qui est passée par là, la SMP réussira à aboutir les projets de construction de la ligne 9 et 10. En même temps, Berlier se voit accorder une autorisation par la ville de Paris. Il crée alors la Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris, alors abrégée en Nord-Sud, qui sera à l'initiative de la ligne A et B qui deviendront la ligne 12 et 13. Cependant, en 1930, après de longues années en instabilité financière, la Nord-Sud se voit absorbée par la CMP. Enfin, les lignes restantes, la 11 et la 14, seront ouvertes au milieu des années 30. Malgré un nombre assez constant d'habitants dans Paris intramuros, la banlieue commence à se densifier. On passe alors de 900 000 à plus de 2 millions d'habitants suburbains en plus de 30 ans. C'est ainsi que les lignes se voient agrandies afin d'enfin desservir la banlieue. La ligne 1 relie enfin la commune de Vincennes avec la station Château de Vincennes. La ligne 3, quant à elle, relie Levallois-Perret par le biais de la station Pont de Levallois-Bécon. La ligne 9 s'étend alors à Boulogne-Billancourt avec la station Pont de Sèvres. Enfin, la ligne 12 s'étend jusqu'à Issy-les-Moulineaux avec la station Mairie d'Issy. Cependant, après 40 ans de bon fonctionnement, le métro parisien connaît ses premiers bas au lendemain du début de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dès le 2 septembre 1939 et jusqu'en 1942, le métro parisien ferme alors les lignes 2, 6, 11 et 14. Les prolongements, alors en construction, se voient aussi limités et ne voient le jour qu'en 1942. À partir de 1943, le réseau fut éprouvé par les bombardements ennemis qui endommagèrent plusieurs stations. Les années 1945 et 1946 marquèrent l'apogée du trafic avec le record atteint en 1946 de 1598 millions de voyageurs. Le 1er janvier 1949 est créée la Régie autonome des transports parisiens, plus connue sous le nom de RATP. Son arrivée marque alors le début d'une période de certain répit, dans la mesure où aucune extension sera décidée pendant plus de 20 ans. Cela s'explique alors par la démocratisation de l'automobile, mettant à perte les transports en commun, en particulier le métro. Malgré son côté obsolète avec les matériels roulants, la RATP décide en 1952 de prendre une mesure majeure,
l'instauration du matériel articulé qui servira jusqu'en 1994. Même l'aménagement intérieur a été revu. Pour le voyageur, le changement est de taille. Les banquettes en Moleskine faisaient leur apparition en seconde classe avec l'éclairage fluorescent qui remplace alors celui à incandescence des matériels précédents. Au même moment, en 1956, les matériels pneumatiques apparaissent, ceux-ci étant toujours en utilisation. De plus en plus importants crédits sont alloués à la RATP, permettant la modernisation du matériel et la rénovation des stations dès 1958. Outre cela, les extensions en périphérie de la capitale ne font que se multiplier. La ligne 3 s'étend désormais à Bagnolet et la ligne 8 à Maison-Alfort. Cependant, dès les années 70 apparaît un projet d'encore plus grande échelle qui vise à desservir dans une plus grande mesure la banlieue, le réseau express régional, plus communément appelé RER. Enfin, durant plus de 20 ans, la plupart des initiatives de la RATP se focaliseront surtout sur le développement du transport à l'échelle régionale. Cependant, dès la fin des années 1990, le métropolitain se refait une beauté. On assiste au renouvellement des matériels roulants avec la livraison des MP et MF dernier cri, notamment le MP89. Plus important encore, la ligne 14, alors synonyme de progrès par son automatisation complète, voit le jour et équipée du tout nouveau MP89 et est inauguré le 15 octobre 1998 par Jacques Chirac. Après l'apparition de la ligne 14 complètement automatisée, on assiste alors dès 2007 à l'automatisation de la ligne 1. Elle devient alors la première ligne autant ancienne à être sans conducteur en 2012. Cette automatisation ne sera pas qu'un cas particulier. Chez la ligne 4, aucun conducteur n'est présent depuis l'année dernière et il s'agira bientôt du cas de la ligne 13 dans un futur très proche. Malgré ces nombreux efforts techniques, la population ne fait qu'augmenter et s'entasse dans les banlieues franciliennes. La RATP ne perd alors pas de vue sa volonté d'expansion dans des nouvelles communes voisines. Allant de pair avec son automatisation, c'est au tour de Bagneux avec la station Bagneux-Lucie-Aubrac sur la ligne 4 d'être desservie. On assiste aussi au prolongement de la ligne 8 à Créteil avec la station Pointe-du-Lac en 2011. La ligne 12, quant à elle, dessert Saint-Denis et Aubervilliers avec la création de la station Front Populaire. Cependant, cette croissance démographique presque exponentielle pose un problème à la RATP, dont les 14 lignes actuelles du métro ne pourront soutenir les prochains 10 millions de voyageurs quotidiens. Afin de lutter face à ce problème, la Société du Grand Paris, qui a le projet dans les mains, a pour but de déployer un nouveau réseau métropolitain mieux adapté à la progression continue de besoins de transport de banlieue à banlieue afin d'alléger les lignes préexistantes. Ainsi, 4 nouvelles lignes et 2 extensions seront prévues à cet effet. La ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier puis à Noisy-Champ, ligne 14 au nord jusqu'à Mairie de Saint-Ouen puis Saint-Denis-Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. On assiste alors à la ligne 15 qui est une ligne circulaire faisant le tour de l'Île-de-France sans passer par Paris. On a ensuite la création de la ligne 16 qui désigne une rocade reliant Saint-Denis-Pleyel à Noisy-Champ passant par Clichy-Montfermeil. Enfin, la ligne 17 représente un axe nord-est reliant Saint-Denis-Pleyel à l'aéroport de Roissy. Et pour finir, la ligne 18 représentera la rocade sud-ouest reliant l'aéroport d'Orly à la ville de Versailles. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce sujet, je vous recommande alors vivement de checker la vidéo du Ferrovipat qui sera en description. Pour conclure, avec ses 123 ans, le métro parisien est sujet à de constantes évolutions et sera bientôt au cœur du projet du Grand Paris qui permettra le développement des transports dans la mégalopole. Enfin, si vous êtes intéressé par le sujet de l'urbanisme, des transports ou plus généralement de l'histoire de la géographie, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.